Bonjour à tous, alors là c'est la correction de la fiche numéro 3 sur la guerre des Gaules. Alors j'ai mis la carte, c'est la première que j'avais mise sur le document. Donc là on va étudier une guerre qui se déroule de 58 à 51 avant Jésus-Christ, c'est la réponse à la première question. Avec deux camps, donc d'un côté on a les Romains, menés par Jules César. Jules César le voici. C'est un citoyen romain déjà, issu d'une famille assez riche. Il fait une carrière politique, il a fait la carrière des honneurs, vous vous rappelez l'escalier la dernière fois, donc il a eu toutes les charges entre ses mains jusqu'à être consul. Et puis après son consulat, qui a duré une année, donc comme toutes les charges politiques à Rome, les magistrats sont toujours élus pour un an. Après son consulat, il n'est pas rentré tout de suite au Sénat, ou en tout cas il a pu prendre le titre de sénateur, il est devenu sénateur à vie, comme n'importe quel autre ancien magistrat, mais il n'est pas allé siéger au Sénat avec ses amis sénateurs, puisqu'on lui a donné une charge qui est celle de gouverneur de la Gaule narbonnaise. D'accord? Alors si je reviens sur la carte, vous allez vous rendre compte ce que c'est la Gaule narbonnaise, c'est la partie qui est en jaune là. D'accord? Donc la partie en jaune, ça c'est les territoires qui sont déjà romains. Donc Jules César est envoyé gérer cette région-là, celle qui est en jaune, d'accord? Et tant qu'il est là-bas, lui vient l'idée en quelque sorte d'accomplir l'exploit de conquérir toute la Gaule. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la Gaule, c'est tout ce qui est en violet. Là. Alors face à lui, il y a les Gaulois. Alors si vous regardez bien la carte, vous allez vous rendre compte rapidement que les Gaulois, en fait, ils ne sont pas vraiment unifiés. C'est-à-dire que tous les petits noms que vous voyez en violet, là, voilà, les Rèmes, les Bataves, les Trévires, les Helvètes, ça, ce sont des peuples gaulois. Des peuples gaulois. Il y en a plusieurs. Vous pouvez compter, il doit y en avoir 12 ou 13 différents. Et donc, c'est des peuples qui ne sont pas forcément amis. Au contraire, ils peuvent même se faire la guerre entre eux. Ils ont chacun leur armée, chacun leur roi, chacun leurs coutumes, leurs lois. Et ils ne se considèrent pas gaulois, mais ils se considèrent bataves, éduins, santons, pictons ou arvernes. Du coup, l'idée de Jules César, en fait, c'est de se baser sur cette désunion des Gaulois en battant chaque peuple l'un après l'autre. Donc il va aller affronter chacun des peuples, enfin, en tout cas il va commencer comme ça. C'est pour ça que je vous posais la question d'après, qui était de dire, mais quelle est l'idée des Gaulois finalement pour être plus forts? Ils vont décider de s'unir. Malgré leur division, ils vont mettre en place une armée gauloise générale, c'est-à-dire qui va intégrer des hommes de tous les peuples gaulois que vous voyez là, d'accord, et qui sera mené par un certain Vercingétorix, qui est un chef du peuple arverne. Alors Vercingétorix, vous l'aviez aussi, on va le regarder, voilà, Vercingétorix, c'est lui qui va mener l'armée gauloise. C'est sa moustache, on va y revenir à sa moustache, donc il a des grands cheveux longs, une moustache assez significative, voilà. Et donc Vercingétorix, il va mener une guerre à la tête d'une armée gauloise pendant quelques années, jusqu'à la bataille d'Alésia. Alors à Alésia, César va faire preuve d'une exceptionnelle maîtrise de l'art du siège. Alors la situation est simple, nos amis gaulois, ils sont retranchés, c'est ce document-là, ils sont retranchés dans la ville d'Alésia, qui est sur une butte, d'accord, en hauteur, une sorte de colline. Et ce que fait Jules César, c'est qu'il va mettre le siège dans la ville d'Alésia. Les Gaulois, eux, ils sont derrière un mur, d'accord? Donc ils sont protégés par ce mur-là, qui est un mur gaulois. Et Jules César, il met le siège autour de la ville. Et il construit autour de la ville, donc, des fortifications. Mais si vous regardez attentivement, je pense que vous en êtes rendu compte, les fortifications romaines de Jules César, qui sont en rouge, alors elles sont parsemées de camps, parce que les carrés là ce sont des camps romains. Mais surtout les fortifications, elles sont deux. C'est-à-dire qu'il y a deux fortifications, deux lignes de fortification. Une ligne là et une ligne derrière. Il y a une double fortification autour d'Alésia. Alors c'est très intelligent ça, parce que de cette manière, la première fortification protège les Romains au cas où les Gaulois sortent. Et la deuxième, là, c'est où il y a les camps, protège la première fortification au cas où des renforts gaulois arrivent de l'extérieur.
puisque bien entendu, la totalité des peuples gaulois ne sont pas retranchés dans Alésia. Et les renforts gaulois, demandés par Vercingétorix, vont finir par arriver. Mais ils vont buter sur ce système romain qui est extrêmement efficace. Alors, on revient sur ce qu'on pouvait décrire de ce système. Alors, c'est pas juste des murs et des camps, c'est-à-dire que il y a des tours, il y a un remblai avec une palissade, puis il y a des fossés qui sont creusés, puis après il y a des pièges, c'est-à-dire des troncs d'arbres taillés en pointe, des trous avec des pieux qui sont dedans. Sur certains endroits, il y avait même des fossés remplis d'eau, des pointes de fer, des trous tout simplement camouflés par des branchages pour que la cavalerie, les chevaux tombent dedans. Enfin, tout un tas de pièges extrêmement efficaces. À Alésia, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose, mais il y a un musée et un site qui est bien fait, que vous pouvez aller voir, qui s'appelle alésia.com. C'est tout simple, je l'ai mis sur la fiche de correction. Et c'est là-bas, à Alésia d'ailleurs, que se trouve la belle statue de Vercingétorix, là, celle que j'ai montrée, qui est celle qu'on voit partout, et qui est celle où on voit sa jolie moustache, là. C'est à cet endroit-là, donc, que l'armée de Vercingétorix perd et doit se rendre aux Gaulois. Je vous demandais en question 5 la question des conséquences de cette bataille d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Alors, tout est résumé là, si on regarde bien, ça c'est une peinture bien plus tardive, de 1899, qui représente l'événement, ça s'appelle la reddition de Vercingétorix, c'est-à-dire le moment où Vercingétorix se rend à Jules César. Alors, on regarde 2 secondes et vous êtes censé reconnaître qui. Déjà en arrière-plan derrière, on voit les fortifications là, vous voyez les grandes tours, les fortifications d'Alésia, voilà. Les armes qui ont été jetées par terre là, d'accord, au pied des personnages, c'est-à-dire qu'elles ont été jetées pour dire on rend les armes, c'est l'expression rendre les armes. Donc, symboliquement, on jette ces armes tout par terre pour montrer qu'on se rend. Et donc vous avez bien compris qu'on a d'un côté Vercingétorix, les cheveux, la moustache là sur le cheval, donc il est en train de jeter ses armes, il se rend, il a perdu la guerre des Gaules tout simplement. Et de ce côté-là, là, en rouge, avec la toge rouge, la couronne de laurier, c'est Jules César. Jules César, lui, il a les cheveux courts, c'est un Romain. Donc lui, il a le style romain. Et d'ailleurs, derrière lui, là, on a tout un tas de soldats romains qui ont aussi les d'armure romaine et les toges par-dessus. Et de ce côté-là, par contre, là et aussi ici à genoux, on a des prisonniers gaulois qui ont été pris par les armées de Jules César. Alors on reconnaît Vercingétorix avec ses cheveux, sa moustache et tout, parce qu'il a le style gaulois et parce qu'il rend ses armes. Ce moment-là est important parce que du coup, l'autre conséquence, c'est que la Gaule devient entièrement province romaine. Donc toute la Gaule devient romaine. Voilà. C'est le début de la trame d'Astérix et Obélix. Uderzo et Goscinny, ils ont imaginé que dans cette Gaule devenue romaine, ici, là, en Armorique, c'est-à-dire en Bretagne actuelle, il y aurait eu un petit village gaulois qui résiste à Rome, et notamment à Jules César, puisqu'il y a le personnage de Jules César dans les bandes dessinées. Et ils ont imaginé, évidemment, c'est des personnages inventés, une histoire inventée, qu'ils avaient une potion magique qui les rendait tellement forts que les Romains n'arrivaient jamais à les battre, en fait. Alors que, si, Jules César a réellement battu, les armées de Jules César ont réellement battu l'ensemble des peuples gaulois. D'ailleurs, si certains sont intéressés, le dernier numéro d'Astérix, qui est sorti il y a 2 ans, l'année dernière, je ne sais plus, s'appelle La fille de Vercingétorix. C'est elle, apparemment. Et donc, on va retrouver notre ami Vercingétorix, qui lui est un personnage évidemment historique. Ok, autre conséquence, notre ami Jules César, que voici, qui est un personnage pas spécialement sympathique au demeurant d'ailleurs, il ressort de cette guerre auréolé de gloire. C'est-à-dire que ça devient un personnage très important à Rome, quand il rentre, notamment parce que d'abord il triomphe, pour avoir agrandi les territoires romains. Il a ajouté du territoire au territoire romain. Et ça, pour l'époque, un général qui gagne déjà, il est forcément auréolé de succès. Mais en plus, s'il a gagné un territoire pour Rome, là, c'est carrément un triomphe, un prestige immense.
Il ramène des prisonniers, du butin, de l'argent. Il ramène notamment Vercingétorix, qui va mourir très rapidement, enfin un petit peu plus tard, dans sa prison. Et puis surtout, Jules César, il profite de ça pour écrire un livre qui s'appelle La guerre des Gaules, voilà, tout simplement, et dans lequel